Je vais demander à Georges Daniel Véronique de se diriger vers la petite tribune pour nous parler de qu'est-ce qui peut rester implicite dans l'apprentissage d'une langue. Ça serait bien d'ailleurs si vous pouviez préciser si c'est les mêmes conceptions de l'implicite et de l'explicite qui ont été dit à l'instant, puisque les auditeurs et nous-mêmes pouvons faire la confusion entre ces mots qui peuvent avoir éventuellement des sens différents, si vous leur donnez un sens différent ou non. Voilà, on vous écoute. Je vous remercie. Je dois dire que je ne me suis pas posé cette question moi-même, et ce sont les organisateurs qui m'ont, en quelque sorte, conduit vers cette question. Je vais essayer, bien sûr, d'y répondre, et chemin faisant, je répondrai à la question. Donc, on va essentiellement, je dirais, faire trois choses. D'une part, des définitions, quelques définitions qui sont nécessaires, donc dont implicites, etc. Je dirai un mot des connaissances implicites et explicites, et ensuite je rentrerai les points 4, 5, 6. C'est en fait des points qui sont liés aux formes pédagogiques, donc je dirais véritablement du côté de l'enseignement. Alors bien entendu, par rapport à tout ce qui s'est dit depuis ce matin, ce que je propose ici est bien en amont de la classe et pas tout à fait en rapport avec les discours, avec les instructions officielles. Et donc j'imagine que le jury fera le travail d'adaptation nécessaire. Bon, alors, donc, on va commencer par quelques différenciations. Je dirais que globalement, vous verrez qu'il n'y a pas trop de contradictions entre ce que je vais dire et ce qui a été dit précédemment. Donc il faut mettre les choses vraiment, je dirais, dans une suite, en quelque sorte. Je crois qu'il est utile dans notre activité de bien distinguer ce qui relève des habiletés, des skills, comme on dit en anglais. Donc des choses comme la littératie pour aller vite et la production et la compréhension orale des connaissances. Hein. Donc je dirais dans l'activité d'enseignement, il est utile de bien distinguer la constitution de connaissances, implicites ou explicites, je vais y revenir, leur mobilisation en situation, donc leur emploi correct, et puis la question des habiletés, des littératies par exemple, parce que ça implique d'autres activités, ne fût-ce que des activités motrices. Bon, il est de même nécessaire, bien sûr, de distinguer l'activité d'enseignement implicite et explicite de l'activité d'appropriation des connaissances. C'est une difficulté terminologique qui est là, mais je dirais l'activité d'enseignement vise évidemment à construire des connaissances, à construire des connaissances. Ces connaissances elles-mêmes peuvent s'acquérir soit par un effet de l'enseignement, soit autrement, de façon implicite. C'est ce qui a été tout à l'heure en partie l'objet de l'intervention de tout à l'heure. Bon, donc il y a toute une série de termes, et dans la note, j'ai développé cela. Cette diapo ne fait que résumer rapidement ce que j'ai pu dire. Je dirais, il y a toute une série de mots qui sont associés. On pourrait dire d'un côté, dans la colonne de gauche, il y a de l'implicite, de l'automatisé, des savoir-faire procéduraux, de l'apprentissage incident et inductif, je vais y revenir, et de l'autre côté, ce qui est de l'ordre de l'explicite. Les connaissances implicites et les connaissances explicites se différencient d'une part, évidemment, par le mode, c'est le sens du petit tableau qui est en dessous, par la façon dont on fait accéder à ces connaissances. Est-ce qu'on a une démarche qui est de l'ordre du déductif? L'exemple pour nous, c'est l'enseignement, la leçon de grammaire traditionnelle où on énonce la règle et on applique ensuite la règle dans des exercices. Ça, c'est un enseignement déductif explicite. Et je dirais, de l'ordre des démarches déductives implicites, il pourrait y avoir, ça sera peut-être traité tout à l'heure, dans le cadre d'une interaction en classe, si l'enseignant fait une correction dans une interaction, ça pourrait être de l'ordre d'une démarche déductive implicite. De l'autre côté, vous voyez, les démarches inductives sont des démarches par lesquelles on fait découvrir, je dirais, les choses aux élèves. Alors, ce qui se passe, c'est que là, j'avais un beau schéma avec plein de petites flèches. Tout a disparu. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur mon ordi, ce n'était pas comme ça. Mais enfin, bon, grosso modo, pour aller vite là-dessus, je ne commente pas. Il y avait une série de flèches. C'est que ce que je voulais dire par là, c'est que, dans le fond, le processus
d'appropriation qui nous intéresse. C'est ce processus qui va, les termes sont anglais malheureusement, de l'input vers l'output, l'intake, et que cette activité, c'est la ligne centrale, sollicite des activités mémorielles et des activités de connaissance. Mon schéma, je n'ai pas vérifié ce qu'on m'avait envoyé, est un peu saboté. Enfin, c'est la faute de personne. Je dis un mot du terme d'apprentissage. On est encore dans des problèmes de lexique. Il est intéressant de se souvenir que dans le fond, il peut y avoir l'apprentissage intentionnel. L'apprentissage intentionnel, c'est quand je décide d'acquérir du vocabulaire, hein, d'une façon ou d'une autre, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Mais il y a aussi énormément d'apprentissage de nature très différente, avec des termes très différents dans la littérature psychologique, l'apprentissage associatif, l'apprentissage incident, l'apprentissage analogique. En d'autres mots, je dirais, nous n'arrêtons pas d'apprendre, en quelque sorte. Hein, nous pouvons... évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, on pourra y revenir, ça dépend un peu de ma théorie de l'apprentissage, mais dans le type de théorie de l'apprentissage à laquelle j'adhère, il y a l'idée que nous pouvons calculer la fréquence des mots inconsciemment, bien entendu, et pouvoir les deviner. Nous pouvons calculer, saisir les mots les plus saillants, même si nous avons des problèmes de phonétique, de perception phonétique. Donc, il y a une grande diversité de types d'apprentissage. Ça fait partie, je dirais, du vocabulaire qu'il faut acquérir. Alors, j'avance un peu et j'en viens à des questions qui s'approchent davantage de la classe, je dirais, et qui traitent de l'enseignement. Bon, d'une part, dans le type de théorie à laquelle j'adhère, on peut apprendre soit à partir de règles, bien entendu, hein, rule-based, selon la formule anglaise, ou on peut apprendre à partir d'exemples illustratifs, par exemple les petites formules stéréotypées qu'on vient de nous montrer tout à l'heure et qui peuvent servir de base à un apprentissage antérieur. Hein. Donc, vous verrez, c'est deux grands modes d'accès et, bien entendu, dans une classe où nous faisons de l'enseignement explicite, donc un enseignement qui est forcément un enseignement avec beaucoup de contenu métalinguistique, je reviendrai là-dessus s'il y a une question, il peut y avoir aussi parallèlement des apprentissages incidents, hein, donc des apprentissages qui ne sont pas directement voulus, mais qui sont de fait produits. Alors, dans le petit texte, j'ai repris ici une formule de Doughty et j'ai introduit ce néologisme qui est le terme de discours instructionnel. Discours instructionnel, c'est une traduction de l'anglais, bien entendu. Hein, c'est simplement l'idée qu'il faut avoir un mot pour parler des formes d'enseignement que nous utilisons. Hein, des formes. Alors donc j'ai traduit le terme de Doughty, de discours instructionnel. On peut dire que dans une classe, il y a toute une diversité de discours instructionnels. Certains de ces discours sont orientés vers la signification, vers la construction des significations. D'autres, au contraire, peuvent être orientés plutôt vers des formes linguistiques. Les formes linguistiques, c'est par exemple faire acquérir l'accord du sujet-verbe, faire acquérir la morphologie des pronoms de troisième personne en français, etc. Donc, il y a des enseignements orientés vers les formes, et il peut y avoir des enseignements qui sont entre les deux. Alors, chez les théoriciens de cette question, on a souvent distingué, et j'ai repris dans mon texte, l'idée d'un enseignement orienté vers la signification, d'un discours instructionnel orienté vers la signification, d'un discours instructionnel orienté vers les formes. Ça, je dirais, c'est la méthode traditionnelle, c'est-à-dire j'apprends une règle et je l'applique, ou un enseignement où, incidemment, on attire l'attention sur la forme à l'occasion, par exemple, et peut-être que ça sera l'objet dans l'intervention de Mme Pécarec, je n'en sais rien, une forme erronée est produite et je reproduis simplement sans corriger forcément. Quelqu'un dit le banane et je corrige, je redis simplement en disant la banane, et en disant la banane pour le banane, la faute de genre, j'attire en même temps l'attention sur la forme, incidemment. Et ça peut faire l'objet d'un apprentissage incident, bien entendu.
Alors, pour illustrer tout ce que je viens de dire, un petit exemple que je reprends à Ellis, je dirais dans un exercice tel que nous l'avons pratiqué nous-mêmes souvent en langues étrangères, ben, on est centré sur les fonctionnements linguistiques. La finalité, c'est d'acquérir la forme. Donc, je vais essayer d'acquérir, je ne sais pas, pour prendre un exemple extrêmement élémentaire, les formes de l'article en allemand ou les formes du verbe irrégulier en anglais ou en allemand. Donc, ça, c'est la focalisation. Tandis que dans des démarches pédagogiques comme celle de la tâche, hein, qui est au centre ou au cœur, puisqu'on en a parlé tout à l'heure ou ce matin, qui est au cœur des propositions du cadre européen commun, etc., le CECRL, ben, l'idée de tâche est quand même d'essayer d'approcher d'une activité qui ait du sens et où, du coup, si vous voulez, le contenu, en ce qui concerne le contenu explicite, change de place. C'est le sens de ce petit tableau et c'est le sens du document que je vous ai aussi donné. Donc, il y a des discours instructionnels implicites et explicites. Les discours instructionnels, les instructions implicites peuvent être de deux ordres. Soit, à l'occasion d'un échange, j'attire l'attention incidemment sur une forme, ou alors je décide explicitement de travailler sur les formes. Je dirais, c'est nos règles traditionnelles. Bon, les instructions explicites de type... les instructions explicites sont celles qui sont véritablement sur les formes. Vous avez ça dans le tableau, je ne vais pas le lire, je regarde en même temps le temps, j'ai du temps, bon, tout va bien. Pas trop. Non, mais voilà. Alors, dans le document que j'ai fabriqué, j'ai fait un petit inventaire de quelques formes d'exercices. Alors, la terminologie ne nous est pas familière forcément, mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que dans le fond, dans le panoplie des exercices dont nous disposons, je me suis inspiré là de Daoudi que je cite évidemment, j'ai essayé de dresser, je dirais, une liste d'activités que l'on peut pratiquer. Alors nous sommes bien sûr bien en amont de la classe par certains côtés, et l'idée de ce tableau, c'est uniquement de montrer que certaines de ces activités, comme par exemple simplement des activités conversationnelles, on parle de ce qu'on a fait le week-end, pour prendre un exemple tout à fait banal, où on raconte une histoire, seul ou en commun, etc. Ce sont des activités qui sont évidemment orientées vers la signification, donc rentreraient dans cette catégorie discours instructionnel de type signification. Puis on peut avoir des activités qui sont des activités de négociation dans l'interaction verbale. À l'occasion d'un échange, on peut intervenir pour produire une série d'interventions correctives, ce qu'on pourrait appeler du feedback correctif, si on veut. Là, on attire l'attention sur la forme, mais on attire l'attention sur la forme de façon implicite. Et bien entendu, avoir des activités plus complexes, qui sont des activités de type métalinguistique. J'ai souvent fait, quand j'étais enseignant de français langue étrangère, une activité qui consistait à faire produire, nous sommes là dans la case 4, à faire produire très vite des énoncés aux étudiants, et ensuite de leur demander un travail de correction en échangeant les copies, par exemple, pour voir dans quelle mesure ils étaient capables, de produire des jugements sur les énoncés de leurs camarades, et d'autre part, évidemment, qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer comme reformulation. Ici, nous sommes effectivement dans une activité très explicite sur le métalinguistique. Donc, la question qui est sous-jacente à tout cela, c'est que dans une activité, dans des classes de langue, on peut panacher très clairement des activités orientées vers la signification et des activités orientées vers les formes, des activités qui ont l'intention de produire un apprentissage intentionnel, qui sont des activités d'enseignement explicite, mais qu'à l'occasion, on peut aussi avoir des activités qui soient de nature plus implicite. Alors je pense que c'est le sens de la dernière de mes diapos,
qui est une proposition que je reprends de Lester, hein, Roy Lester, qui est un Canadien, qui a travaillé dans les classes d'immersion, et ça rejoint un débat. La proposition de Lester m'a paru intéressante à vous soumettre, parce que, dans le fond, Lester évoque des questions qui ont été un peu évoquées ce matin, je ne savais pas qu'on le ferait, qui est l'idée, d'une part, qu'on n'est pas, bien sûr, obligé, quand on enseigne une langue étrangère, à se cantonner uniquement sur l'enseignement de la langue ou sur des activités liées à la mise en œuvre de la langue dans telle ou telle activité communicative, que la langue peut être aussi le moyen, c'est ce qui se passe dans les classes, dans les sections bilingues, d'accès à des contenus d'une autre nature, hein, des disciplines dites non linguistiques. Alors, ce que dit Lister, ayant travaillé dans le contexte canadien de l'immersion, propose justement une démarche où l'on pourrait faire trois choses au moins. D'une part, enseigner la langue, en l'occurrence au Canada c'était le français, enseigner les mathématiques ou enseigner l'histoire en français, donc un contenu disciplinaire en langue, dans la langue seconde. D'autre part, développer une activité orientée vers les formes ou la forme, les formes au sens où on développe beaucoup d'activités conversationnelles et donc à travers les échanges, l'intérêt pour la forme, hein, dans le sens où j'ai employé, peut apparaître. Et enfin, on peut aussi, bien sûr, organiser des activités plus métalinguistiques qui sont orientées plutôt vers les formes. Alors voilà, j'ai terminé ce que j'avais à vous dire et j'en viens à ma dernière diapo qui était en principe la raison d'être de cet exposé, mais il était nécessaire de passer par tout cela pour arriver à cette simple diapo qui est une réponse qui n'en est pas une en vérité. Hein. Qu'est-ce qui peut rester implicite dans l'apprentissage d'une langue vivante? Je veux dire que c'est une question qui m'a un peu désorienté moi-même, et vous allez comprendre pourquoi elle m'a désorienté. Elle m'a désorienté parce que, dans le fond, quand on est dans une classe de langue, on est en principe dans une volonté de déclencher de l'apprentissage explicite. Hein, on n'a pas forcément dans l'idée qu'il y aura aussi implicitement de l'apprentissage. Et d'autre part, quand on est dans une classe de langue, on a envie, dans le fond, d'enseigner un maximum. Alors, je ne sais pas si c'est 5000 mots, 8000 mots ou 10 000 mots, mais la volonté est de ne pas trop laisser d'implicite. Et par ailleurs, bien sûr, j'arrive à ma conclusion, par ailleurs, bien sûr, qu'est-ce qu'on doit laisser comme implicite dépend un peu de la vision que je peux avoir de la langue. Alors, il se trouve que dans le texte final que j'ai déjà remis, j'ai cité un exemple qui vient de Bill Van Patten. Bill Van Patten qui se trouve être devenu, ça n'était pas le cas il y a quelque temps, qui se trouve être devenu générativiste. Alors, si on est générativiste, par exemple, qui est une théorie en linguistique, on peut penser que l'essentiel de la syntaxe, au sens des générativistes, doit rester implicite. Donc, vous voyez, cette question de qu'est-ce qui doit rester implicite est assez compliquée. Alors, j'ai fait une petite liste et je vais la commenter et je vais m'en tenir là. Oui, oui, non, mais j'attends vos signaux. Hein, je ne vois rien venir, je continue. Bon, alors, donc, moi, je dirais, évidemment, ce qui est de l'ordre tout ce qui est de l'ordre des savoirs du type littératie peut être évidemment en un sens transféré, donc peut être laissé implicite. Je pense que, et on le voit énormément avec nos étudiants étrangers, un Chinois qui a appris l'anglais, déjà quand il va apprendre le français, il a beaucoup de choses qu'il sait déjà, et dans son esprit, vraisemblablement, je n'ai pas fait d'enquête précise à ce sujet, on est dans une famille de langue qui est proche. Hein. Je pourrais revenir là-dessus pour d'autres exemples que nous connaissons bien. On a parlé de lingua franca ce matin. Je peux vous dire que ce que nous savons des attestations historiques de la lingua franca montre que les gens
au Ponant, pas au Levant, hein, donc plutôt au Levant, pas au Ponant, dans la région du Liban, etc., pensaient que toutes les langues latines étaient de la même famille, hein, d'où le terme de lingua franca d'ailleurs. Donc on peut transférer la littératie, on peut transférer la compréhension pragmatique des situations, très bien. On peut transférer bien sûr des capacités de compréhension des significations. Je pense qu'une bonne partie du lexique peut être acquis implicitement, et je pense qu'il y a aussi quelques fonctionnements grammaticaux qui sont non enseignables. Mais pour finir en 2 secondes, je pense que la question de qu'est-ce qui peut rester implicite dans l'apprentissage d'une langue vivante est une question qui est extrêmement délicate. Donc si vous avez, après mon intervention, si vous avez des questions, j'essaierai de vous montrer pourquoi c'est une question délicate. Merci. Oui, Brigitte. Oui, donc merci pour votre présentation. Donc, nous souhaiterions revenir sur la question de la diversité des discours que vous avez largement évoqué dans votre exposé. Et en fait, bon, on a bien compris que c'était en amont de la classe que vous nous aviez présenté, mais nous, on est intéressés par la classe. Et donc, est-ce que tous ces discours sont nécessaires et cumulables? Et surtout, la question qui nous intéresse, c'est quel type de discours faut-il prioriser en fonction de l'âge des élèves? Voilà. Oui, alors, une chose que j'aurais pu dire tout à l'heure, mais que je n'ai pas dite et que je vous dis tout de suite, c'est que dans le fond, si on en croit la littérature, et pour autant que je sois informé, évidemment, l'activité d'apprentissage implicite n'est pas liée à l'âge. Hein. Donc, je dirais, à tout âge, dans une situation scolaire, il peut y avoir des activités d'apprentissage implicite. Hein, c'est ce que montrent, je dirais, les travaux dont j'ai pris connaissance. Je ne suis pas moi-même un spécialiste de l'apprentissage implicite. Bon, en second lieu, évidemment, dans une activité scolaire, hein, donc dans le temps de la classe, on peut imaginer qu'il y aura une diversité d'activités, de types de discours instructionnels. Moi, personnellement, alors en tant que prof de français langue étrangère, j'ai beaucoup pratiqué la notion de séquence didactique, qui est une notion qui vient du français langue maternelle. Donc, dans une séquence didactique, on peut faire aussi bien des activités d'ordre conversationnel ou d'ordre de lecture que des activités qui soient de grammaire explicite. Hein, l'objectif final pouvant être un objectif communicationnel. Je veux apprendre à rédiger une lettre à telle personne, et pour atteindre cet objectif final, je peux passer par l'objectif d'enseignement final, je peux passer par toute une série d'étapes que je contrôlerai, des étapes avec différents types de discours. Donc, pour conclure, je dirais, il est souhaitable qu'il y ait une diversité de types de discours de pratiquer, et par ailleurs, il n'y a pas de contrainte au niveau de l'âge, sinon, évidemment, de prendre des sujets qui soient d'intérêt pour les personnes en question. Il n'y a pas, d'ailleurs, des travaux, ça n'est pas notre sujet, mais je vous l'indique, des travaux montrent que des apprenants âgés, hein, donc âgés, c'est-à-dire de mon âge, hein, 60 plus, pour être par pudeur, peuvent apprendre implicitement aussi bien que des jeunes étudiants d'université. Merci. Vous avez une autre question? Oui. Vous soulignez à plusieurs reprises l'importance des activités métacognitives et du retour sur une conscientisation dans tout apprentissage linguistique. L'efficacité de ce type d'activité serait-il plus important si elle était mise en place proactivement ou réactivement? Ces activités devraient-elles être menées en L1 pour assurer la réussite de tous les élèves? Quelles sont-elles qui devraient être travaillées en priorité? Quelles sont celles qui devraient être travaillées en priorité? Excusez-moi. Oui, sur le proactif et le rétroactif, je pense qu'on entend ce qui précède la classe,
ce qu'on prépare, le matériau qu'on a préparé, et ce qui se produit dans l'action de la classe, donc dans l'interaction. Alors, je dirais, tout enseignant, dans le fond, a une série d'activités qu'il prépare proactivement, c'est sa préparation didactique, et dans cette activité didactique, je pense qu'il est intéressant d'avoir toute une série de tâches qui soient des tâches qui relèvent du métacognitif. Alors, le métacognitif, c'est un terme très général, comme vous le savez. Dans le texte que je vous ai donné, j'ai signalé 3 niveaux du métacognitif. Le plus évident pour nous, c'est évidemment ce qui relève du métalinguistique, du vocabulaire, du raisonnement sur la langue, mais il y a aussi un métacognitif qui est formidable à exploiter. On a parlé des nouvelles technologies, et vous observez vous-même, évidemment, des jeunes etc. Et vous voyez bien qu'un enfant ou un adolescent qui est en train de jouer à un jeu, à ces jeux numériques sur Internet, est constamment en train d'avoir une activité métacognitive du type « qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai éclaté. Comment j'ai fait? Quelle stratégie j'ai développée ?» Donc moi, ça me frappe beaucoup en observant des jeunes dans cette activité de jeu, de voir la nature de la réflexion métacognitive. Donc dans métacognitive, il y a beaucoup de choses. Il y a cette réflexion sur la façon dont je me comporte, dont j'apprends, donc je résous la tâche, comment je fais, et puis il y a une réflexion plus spécifiquement langagière, qu'on pourrait appeler métalinguistique, que Gombert, pour ne pas citer, a beaucoup étudié. Donc, je dirais, cette dimension-là est une dimension très utile, parce que, certes, il peut y avoir une activité d'apprentissage sans prise de conscience. C'est ça l'apprentissage implicite. Mais l'apprentissage implicite ne suffit pas à apprendre une langue étrangère en règle générale, pour beaucoup de raisons, dont, pour aller vite, des raisons d'influence de la langue connue antérieurement, par le fait qu'on n'est pas focalisé sur les mêmes choses quand on apprend une langue étrangère. Donc, il est nécessaire qu'il y ait une bonne dose d'enseignement explicite. Cet enseignement explicite n'est pas forcément un enseignement qui fait appel toujours au métacognitif. Mais une partie de cet enseignement peut faire appel au métacognitif, du moins, c'est ce que je vous répondrai. Oui, on a encore une question, si on a le temps. Ouais, une dernière courte. Donc c'est par rapport à... Pour la réponse aussi, je veux dire courte. La question est courte. Bon, c'est par rapport à ce que vous indiquez sur Lister, donc cette démarche méthodologique de contrepoint entre ce qui est explicite et implicite. Et là, nous, on voulait savoir exactement quelles sont les modalités de cette concrètement, et si vous pouvez l'illustrer avec un exemple. Oui, j'ai pris la précaution de dire tout à l'heure que Lister avait travaillé dans le contexte de l'immersion au Canada, immersion en l'occurrence, immersion d'anglophones chez les francophones. Donc son idée est dans le fond assez simple, c'est l'idée que si j'enseigne par exemple les mathématiques en français à des anglophones, il n'est pas inintéressant de compléter cette activité, donc, qui est une activité sur le contenu ou dans le fond on s'éloigne des formes, on est sur le sens, par une activité qui serait de nature orientée plutôt vers les formes ou la forme. Je vous donne un exemple concret, ça va être un peu long, mais je vous donne un exemple Pas trop. Non, pas très long, mais je donne un exemple très concret. J'ai une étudiante qui a travaillé sur l'apprentissage de la physique en français au Liban. En l'occurrence, c'était des Palestiniens dans un camp de l'UNRWA. Son corpus est très intéressant. Ce qui est surtout intéressant dans ce travail, c'est qu'elle montre précisément comment ces élèves qui apprennent la physique ou les sciences naturelles en français ont besoin de temps en temps d'utiliser un mot d'arabe pour pouvoir saisir le concept. Donc elle montre ce va-et-vient entre un travail cognitif qui se fait dans de l'arabe dialectal,
Et puis, la traduction, par exemple, je me souviens d'un exemple sur la richesse du sang. Hein. Donc, le professeur traduit le sang riche par le mot correspondant et les élèves pensent à richesse matérielle et il montre après ce que signifie scientifiquement, enfin, dans son cours en tout cas, parler d'un sang riche. Il donne les composants. Bon, alors, c'est à ce type de travail, je dirais, que pense Lister. Cet exemple n'est pas de Lister, d'une autre personne, d'une autre thèse. Je vous donnerai la référence après. Le nom de l'étudiant m'échappe, c'est pour ça que je ne peux pas la citer, ce que j'aurais fait volontiers. Mais voilà, c'est ça que j'avais en tête. Et c'est ce que fait Lister, donc je vous renvoie aussi à son ouvrage, bien entendu. Je vous remercie. Je rappelle pour tous les orateurs et les oratrices en général que dans le propos oral, vous pouvez aller assez vite à la limite sur les références précises des auteurs puisque on avait les rapports écrits et vraiment vous centrer sur l'essentiel que vous voulez que tous les auditeurs retiennent de vos propos qui parfois peuvent être compliqués ou nouveaux pour eux. Donc n'hésitez pas à avoir 2 degrés de compréhension possible.